Europe 1, 7h44. Il est le cousin du roi du Maroc. Il a choisi de vivre en exil aux États-Unis. Et il sort un livre dans lequel il critique vivement Mohamed VI et son régime. Moulay Hicham El Alaoui est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Moulay Hicham El Alaoui. Bonjour monsieur. Pour vous, la vie de palais s'est arrêtée en 99. C'était au lendemain des funérailles du roi Hassan II, votre oncle. Qu'avez-vous dit à Mohamed VI pour qu'il décide de vous mettre sur la touche comme ça à partir de ce moment-là? À vrai dire, j'étais déjà sur la touche politiquement et protocolairement. Bien sûr, avec mon oncle, j'avais des relations étroites à la fin de sa vie, mais protocolairement, j'étais déjà hors du palais depuis un moment. Et pourquoi? Parce que vous parliez trop? Peut-être, sans doute, parce que je chantais avant la musique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que dans notre région du monde, et de manière générale, un prince a un devoir de réserve, et donc ça doit se taire. Et moi, j'ai choisi d'être un intellectuel et d'être quelqu'un d'indépendant et qui dit son opinion. Et donc, c'est un prix que je devais accepter. Ça veut dire qu'un prince, ça peut profiter des palais, des limousines, des fortunes, mais ça doit jamais critiquer, ça doit jamais avoir un avis différent du roi? C'est ça le Maroc aujourd'hui? Vous savez, c'est un peu toutes les monarchies, hein. Ce n'est pas que le Maroc. Mais disons qu'au Maroc, c'est la règle. Pourtant, cette existence dans les palais avec les princes, les princesses, ça a été une partie de votre vie, une partie importante. Vous le regrettez, ça, ou pas? Je regrette beaucoup ma famille. Je regrette beaucoup de ne plus avoir les mêmes contacts avec ma famille. Ça me manque beaucoup, parce que vous savez, je suis marocain, et nous, Marocains, on est des communautaires. Et donc, y compris avec Mohamed VI, si vous y compris avec tout le monde, y compris avec tout le monde. Mais vous savez, j'ai été obligé et donc j'ai dû faire avec. Et qu'est-ce qui vous dérange dans le Maroc d'aujourd'hui? Parce que vous avez décidé de vous positionner politiquement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait changer d'urgence au Maroc? Ce qui ne va pas, c'est essentiellement la coexistence de deux systèmes. Un système traditionnel politique qui est lui supplanté par une armature traditionnelle. C'est la monarchie absolue de droit divin, c'est ça? Alors, vous savez, c'est plus compliqué. La monarchie de droit divin est quelque chose qui vient d'Europe. Nous avons à la fois la monarchie de droit divin, mais aussi le despotisme oriental qui ont fusionné en un et qui coexistent à côté d'institutions qui aspirent à la démocratie. Qui perd dans ce système? C'est le monarque ou c'est la démocratie au Maroc aujourd'hui? Qui perd, si vous voulez mon avis, c'est le Maroc qui perd, c'est les Marocains qui perdent et c'est la monarchie qui perd. Parce qu'à terme, c'est pas un système qui peut être soutenable et à terme, il y aura une crise ouverte. Vous pensez que la monarchie est condamnée au Maroc? Pas du tout, a priori non. Je pense qu'elle a absolument un rôle à jouer, qu'elle est bien enracinée dans la culture marocaine, mais qu'un passage à la monarchie constitutionnelle à l'européenne, mais c'est pas copier-coller, hein. Il faut que ça soit. Mais quoi, il faut faire un peu l'Angleterre au Maroc? Et il faut faire l'Angleterre ou l'Espagne à notre manière, avec une discussion, avec un débat. Ce qui est curieux, c'est que lorsque Mohamed VI est arrivé au pouvoir, on a senti un souffle de démocratie venir avec lui. Vous parlez dans votre livre d'un rendez-vous raté avec l'histoire. C'est une opportunité de manquer, c'est un grand gâchis, je pense, sur le point de vue des institutions. En même temps, aujourd'hui, le Maroc de Mohamed VI, c'est un des rares pays stables de la région. On voit bien que c'est compliqué en Tunisie, en Égypte, en Libye. Le Maroc s'est tenu. Je vous rappelle que la Tunisie, ce n'est pas compliqué. La Tunisie est un pays qui est en voie de réussir sa transition. Et on dit c'est stable jusqu'au jour qu'il y ait un problème. Après, quand il y a un problème, on regarde et on dit tiens, on n'a pas vu, on a raté quelque chose, on n'a pas vu ça. Le régime du Shah d'Iran était un régime très stable jusqu'à 79. Vous comparez le Maroc d'aujourd'hui au régime du Shah d'Iran? Non, je compare les effets d'optique. Je dis bien l'effet d'optique. Un sentiment de fausse stabilité. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui est sur la surface. Les diplomates, les journalistes complaisants, pas tous bien sûr, ne veulent pas gratter sous la surface parce qu'après tout, ça présente une vitrine qui est présentable et après tout... Mais le peuple, il accepte ça? Vous pensez que ça peut déraper, que la révolution est à venir au Maroc? C'est votre inquiétude aujourd'hui? Non, ce que je dis encore une fois, c'est que ce système califal traditionnel est à terme condamné à l'échec. Alors vous avez quitté volontairement le Maroc en 2002, hein, vous êtes installé aux États-Unis. Pourquoi fuir? Parce que quand on veut résister, s'opposer, on est plus utile dedans que dehors, non? Mais on ne fuit pas. Qui a dit que c'était une fuite? Ce qui me gênait le plus, c'était de perturber l'action des démocrates au Maroc. Et à l'époque, il me semblait que c'était le bon choix à faire. Vous pensiez que ça allait marcher, la démocratie, qu'il allait vraiment y avoir un changement qui n'a pas tenu ses promesses? Ah, vous y aurez. Ce qui a fait, c'est que
On a commencé quelque chose de timide et on s'est arrêté au milieu du gué. En lisant votre livre, on se demande quand même si ce qui vous guide, c'est pas le regret, celui qui aurait pu être roi, calife à la place du calife, mais qui ne l'est pas. Vous n'êtes pas un peu is no good dans l'affaire? Dieu merci, vous savez, j'entends tellement ça, je vais pas passer ma vie à me justifier. Vous savez, quand on veut intriguer dans notre culture, on le fait de l'intérieur du palais, et vous comprenez, il y a toutes sortes d'artifices, et il y a un savoir-faire pour être courtisan qui est amplement développé. Vous savez, c'est une critique un peu caricaturale du reste, mais le pouvoir vous intéresse pas? Vous êtes un observateur? Ce qui m'intéresse, c'est d'un jour, peut-être, comme je dis dans le livre, je me priverai pas de faire une contribution. Mais donc le pouvoir vous intéresse? Je dis la participation, la chose publique. Le pouvoir, vous lui donnez déjà quelque chose. Pourquoi la mettre dans ces termes comme si c'était une usurpation? Ce n'est pas une usurpation. C'est encore une fois une contribution. Votre livre qui sort ce matin, est-ce qu'il va être publié au Maroc? Je n'ai aucune idée. On me demande souvent qu'est-ce que ça veut dire d'être banni. D'être banni, ça veut dire d'être ostracisé, de quitter sa propre maison. Alors vous savez, c'est un savoir-faire qu'on connaît en Orient, mais qu'on ne connaît pas en Occident. Alors, ce livre lui-même peut être banni, à savoir, vous pouvez arriver à la douane marocaine, et puis un douanier peut vous dire, vous savez, c'est très intéressant, est-ce que vous pouvez me garder une copie, vous pouvez me donner ce livre après que vous l'ayez lu? Mais en même temps, aucun libraire n'oserait le commander pour la simple raison que s'il le commande, il risque d'avoir un redressement fiscal ou il risque de se retrouver à la fin du mois avec la facture d'électricité de l'usine d'en face. Voilà ce que ça veut dire d'être banni. Merci Moulay Hicham El Alaoui d'être venu ce matin. Je rappelle le nom de ce livre qu'on peut lire donc ici en France, Journal d'un prince banni, et c'est publié chez Grasset. Merci, bonne journée à vous. Merci beaucoup et bonne journée.